et merci de participer à ce webinaire que nous organisons avec l'association Elle Digital, MyFuture et Moi dans 10 ans et avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est ravis de vous proposer ce webinaire dédié aux entreprises du digital et aux collaborateurs engagés sur les enjeux de mixité professionnelle. Ça va être l'occasion pendant une petite heure d'échanger sur la place des femmes dans le numérique et de vous donner les clés, les bonnes pratiques, des cas très concrets pour favoriser la mixité dans votre entreprise. Digital League, vous connaissez, c'est l'entreprise, c'est le cluster des entreprises du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On soutient donc ce type de dynamique et c'est pourquoi on vous propose ce webinaire. Je vais donc passer la parole à Gwendoline de MyFuture / Moi dans 10 ans qui va vous présenter tout ça. Et ensuite, on aura Olivier, toujours de la même structure, nous fera l'état de l'art. Et ensuite, Dory Bruyas, qui est la présidente ou la coprésidente de Elle Digital et la déléguée générale de Fréquence École, entre autres. Que veux-tu, je suis multicasquette. C'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes, alors du coup, quand il y en a une, elle fait tout. Et ensuite, on finira sur les cas concrets pour favoriser la mixité en entreprise. Gwendoline, je te laisse la parole. Merci beaucoup Pierre et merci à tous d'être présents. Déjà, on remercie fortement Digital League pour l'organisation de ce webinaire et Dory de Elle Digital pour son témoignage. Moi, je suis donc Gwendoline Lequat de MyFuture et Moi dans 10 ans et je suis accompagnée de mon collègue Olivier qui va animer le webinaire. Avant de lui laisser la parole, je voulais vous donner quelques éléments de contexte sur pourquoi MyFuture et Moi dans 10 ans intervient dans ce cadre de la mixité dans les organisations du numérique. En fait, nous, MyFuture et Moi dans 10 ans, on a développé une plateforme qui s'appelle stagedécouverte.fr et notre mission, c'est de faciliter la rencontre entre les professionnels et les jeunes pour la réalisation de périodes d'immersion courtes en entreprise. On travaille avec des jeunes de 14 à 24 ans, des stages de 3e au stage étudiant ou encore sur les PMSMP pour les jeunes sortis du système scolaire. Et en fait, c'est vrai que l'immersion, c'est un des leviers importants pour les jeunes pour découvrir le monde pro et avancer dans leur projet d'orientation et leur insertion professionnelle. Et dans le cadre de nos missions, on s'est rendu compte qu'il y avait une répartition en fait genrée des immersions des jeunes en entreprise, y compris sur notre plateforme. Donc, on a vraiment souhaité investir ce sujet plus fortement et avoir une politique proactive pour permettre aux jeunes femmes de découvrir ces métiers traditionnellement masculins et que plus de jeunes femmes découvrent les métiers numériques, techniques et scientifiques, notamment avec le soutien de la Fondation Femmes Numérique et du ministère de l'Égalité Femmes-Hommes. L'objectif là-dessus, c'est vraiment de permettre aux jeunes femmes d'aller vers ces métiers, de lutter contre les représentations genrées, lever des a priori et des biais à ce sujet et ouvrir un peu le champ des possibles en matière d'orientation. Et donc là-dessus, on accompagne les entreprises de notre réseau à mieux accueillir des jeunes femmes en immersion dans leurs entreprises. On agit du coup en proposant des offres de stage, mais aussi en proposant des accompagnements comme une formation de ce type-là aujourd'hui, ou des guides qu'on organise soit par métier, soit par thématique. Sur la base de ce travail, donc Olivier va vous présenter justement un atelier aujourd'hui sur comment favoriser la mixité dans son organisation. Et ce qui est vraiment important ici pour nous, c'est qu'on est dans un espace d'échange. On va vous proposer un cadre de discussion avec un état de l'art, un état des lieux de la situation des femmes dans les métiers du numérique aujourd'hui, faire un retour d'expérience sur des bonnes pratiques et également avec le témoignage de Dory. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez participer au maximum, échanger et nous faire part aussi des pratiques que vous mettez en place dans vos entreprises. On est vraiment dans une logique de dialogue et d'intelligence collective tous ensemble. Donc, je vais laisser la parole justement à Olivier pour débuter. Juste avant, Olivier, effectivement, merci Gwendoline de rappeler. N'hésitez pas à demander la parole ou en tout cas à nous le dire sur le chat ou sur les questions-réponses pour que ça puisse être interactif et qu'on puisse comprendre quelles sont les politiques dans vos entreprises sur ce sujet. Merci Olivier, vas-y. Ok, super. Alors, le webinaire, on l'a découpé en 3 parties.
Dans un premier temps, on va voir ensemble la situation des femmes dans les entreprises du numérique. Ensuite, on aura des témoignages de professionnels qui agissent au quotidien en faveur de la mixité dans le numérique. Et enfin, on verra ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour accueillir et fidéliser une collaboratrice. Voilà. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à participer, à parler de vous, de votre entreprise, de ce que vous faites. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment s'échanger ici pendant 50 minutes, 1 heure. Voilà. Alors, la toute première question que je vais vous poser, je vais mettre dans le chat, comme ça anime aussi le chat. Quelle est la situation des femmes dans les métiers du numérique aujourd'hui? C'est une question que je vous pose et pour cela, je vais diffuser une vidéo. C'est un reportage qui est passé à la télé sur le journal de 20 heures. Au début de la vidéo, ça se passe dans l'entreprise AG2R, dans la direction des systèmes d'information. Et ensuite, ça passe dans l'école d'ingénieurs EPITA. Je vous invite à bien écouter, à retenir des mots-clés, des chiffres clés ou des informations qui font écho avec votre entreprise. Et après cette vidéo-là, on échangera ensemble. Je prépare la vidéo. Yes. Ok. Vous voyez l'écran? Ok. Je pense que Pierre, tu dis oui. Je t'entends pas, mais je pense que tu dis oui. C'est ça. Elles sont presque invisibles. Hop, je relance. C'est parti. Dans ces bureaux, elles sont presque invisibles. Au service informatique de cette société d'assurance, 600 employés, dont seulement 23% de femmes. Pire, parmi les 100 dernières personnes recrutées, elles ne sont que 11, dont Giovanna Bonicelli, embauchée dès sa sortie d'école. On m'a beaucoup appelé parce que justement, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pour tout vous dire, j'ai passé 15 entretiens en 1 semaine, donc j'étais plutôt très, très demandée. Dans cette entreprise, on aimerait recruter davantage de femmes. Dans la conception des programmes informatiques, la parité est cruciale. On a besoin ensemble de travailler sur les développements futurs de ces services digitaux qui ne doivent pas avoir justement un biais avec uniquement l'expression des besoins par les hommes de ces nouveaux services. Les femmes aussi ont toute leur place et c'est bien ça que nous recherchons. Dans le secteur du numérique, les femmes n'occupent que 33% des emplois. Et dans les métiers techniques, ingénieurs par exemple, elles sont encore moins, 15%. Dans les années 80, pourtant, quand l'informatique n'était pas encore à la mode, 25% des ingénieurs étaient des femmes. Alors, comment expliquer cette désaffection? Cette responsable pointe l'ambiance machiste qu'elle a parfois rencontrée dans le passé. Du vocabulaire pas forcément approprié ou alors pas s'adresser à moi, mais à mon collaborateur. En fait j'encadrais, mais on allait vers lui plutôt que vers moi pour poser des questions techniques ou d'informatique. Les formations n'attirent plus les femmes. Dans cette école d'ingénieurs informatiques, 9 élèves sur 10 sont des hommes. La faute à des stéréotypes bien ancrés selon les étudiantes. Dans les médias, dans les séries, dans tout ce qu'on voit au quotidien, on voit l'informaticien qui est caché derrière son ordinateur et c'est toujours des mecs qui sont super intelligents et on voit quasiment jamais de filles. Donc c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier. Alors des étudiantes ont pris les choses en main. Régulièrement, elles rencontrent des jeunes collégiennes et lycéennes pour leur présenter leur parcours et les initier au numérique. Le fait de dire que finalement, si c'est possible, accessible, et de montrer des modèles aussi, parce que ça, c'est ce qui manque pas mal, des modèles de gens qui l'ont fait, qui ont réussi, etc. Ça aide beaucoup à se dire, tiens, si, c'est peut-être une porte pour moi. Changer les mentalités dès le collège, c'est ce que demande le directeur de cette école, pour que les filles ne se sentent pas exclues de certaines filières. C'est absolument invraisemblable d'avoir encore des jeunes filles qui nous rejoignent en nous disant « je suis venue malgré l'orientation de mon lycée ». Donc, il faut casser ces stéréotypes, il faut le faire vite. L'an prochain, des cours de numérique et de sciences informatiques seront dispensés dès la terminale. L'enjeu est de taille, 212 000 postes seront à pourvoir dans les métiers du numérique en 2022. Voilà. Alors, quelles sont les informations importantes, les chiffres clés, les mots-clés que vous avez retenus? Qu'est-ce que vous tirez de cette vidéo-là? Pierre, Gwendoline, Dory, n'hésitez pas à participer, et aussi Aurélie, Angel et Mandy.
Vous pouvez noter dans le chat ou dire à l'oral. Je pense que ce qui est intéressant à voir déjà, c'est que les femmes qui rejoignent les métiers du numérique sont très demandées, sont très recherchées et qu'il y a de l'emploi pour elles une fois qu'elles sortent des études. Oui, tu as raison, Gwendoline. D'ailleurs, dans la vidéo, la maman, elle avait une femme qui disait qu'elle a passé 15 entretiens en une semaine. Je vois qu'Aurélie demande la parole. Oui, désolée, en fait, le chat, ça a marqué conversation. J'arrivais pas à écrire. En fait, c'est dans les questions Q&R. En fait, c'est là où il faut écrire. Oui, Désolée oui, une des deux. Parce que la conversation a été désactivée. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est effectivement qu'il n'y a que 15% des femmes dans la technique, oui, qui est extrêmement dommage. Et puis, c'est vraiment ce décalage qui s'est créé au fil du temps, alors que dans les années 80, on était, je dis on, mais les femmes étaient présentes beaucoup plus, quoi. Donc, c'est vraiment ce que j'entends et ce que j'avais un petit peu déjà dans des conférences ou pu lire, c'est vraiment les stéréotypes qui ont finalement petit à petit fait que les femmes ne se présentent plus intuitivement sur ces filières-là. Donc, je pense qu'il y a un gros travail. Effectivement, on parle du lycée, mais bien avant, je ne connaissais pas l'association effectivement Synergie, mais c'est vrai que c'est à la fois auprès des jeunes et puis des parents qui peut-être qui ont aussi ce stéréotype, quoi. Oui. Alors, comme tu as dit, effectivement, il y a de moins en moins de femmes dans le numérique. Là, c'est vraiment c'est l'entreprise AG2R, mais c'est aussi le cas dans d'autres entreprises. À un moment, il disait que les femmes sont presque invisibles. Effectivement, elle a même un bureau où on ne voit pas du tout de femmes. Et même sur une photo de l'équipe, à un moment aussi, on ne voit que des garçons. 600 employés, 23% de femmes. Et je ne sais pas si ça vous a choqué quand vous avez vu quand ça se passait dans dans l'amphithéâtre, l'école d'ingénieurs, quand on a filmé les étudiants, il n'y avait que des garçons quasiment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voyait le plus. Il y avait une étudiante sur 10 et le reste, c'est que des étudiants. Et c'est vrai que ce qui est intéressant à noter là-dessus, c'est qu'il y a un effort à faire en fait à deux niveaux. Il y a un effort général, vu qu'on n'est qu'à 30% de féminisation des métiers au global dans le secteur du numérique, et plus spécifiquement encore sur les métiers techniques, l'enjeu est d'autant plus fort vu qu'on n'est qu'à 15% de postes occupés par des femmes dans les fonctions techniques. Et il y a un point aussi important qui a noté, c'est qu'il avait une manageuse qui disait qu'elle subit un peu de comportement sexiste. On préfère parler à son collaborateur que elle. Voilà. Et il avait la directrice des systèmes d'information qui disait que c'est important d'encourager la parité, notamment pour développer des produits plus adaptés aux consommateurs et aux consommatrices. Alors, juste pour dire que le nombre de femmes qui travaillent dans le numérique est en baisse, le nombre d'étudiantes dans le numérique est en baisse. Si on veut éviter qu'il y ait une pénurie de femmes dans les entreprises du numérique, il y a 4 choses, 4 bonnes pratiques. Je partage avec vous. Alors, quand je mets dans le chat ici, ce que vous voyez. Alors, la première bonne pratique, c'est encourager les jeunes femmes vers les études du numérique. Notamment, je pense que c'est le rôle des tuteurs. Si demain, vous accueillez une jeune stagiaire, une collégienne, une lycéenne, une étudiante, c'est à vous de montrer les métiers du numérique, comme quoi on fait pas mal de choses, on s'y plaît. Quelles sont les études à faire pour se diriger vers ces métiers-là? Voilà. La deuxième bonne pratique… ah ouais, il faut que je mette ici. D'accord, j'ai compris. Oui, La deuxième bonne pratique… On voit pas ce que vous projetez. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas. Est-ce que… Ah oui, en fait, là, pour l'instant, je mets mon visage. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je préfère parler quand vous me voyez. Ouais. D'accord, pas de souci, désolé. Après, je mets les messages dans le chat. Normalement, là, vous voyez dans le chat. Voilà. Oui, très bien. Parfait. Merci. Et la deuxième bonne pratique, c'est faciliter le recrutement des femmes. Je pense que c'est le rôle du recrutement et de la communication. Quand vous écrivez une offre d'emploi, il faut écrire de manière à ce que ça attire beaucoup les femmes. Vous pouvez aussi mettre des images, des vidéos. Vous montrez vos collaboratrices en situation de travail. Voilà. Une troisième bonne pratique,
c'est faciliter les reconversions professionnelles dans les métiers du numérique. Là, c'est le rôle des ressources humaines, de la formation. Comme vous savez des entretiens professionnels à faire. Quand vous savez qu'il y a une collègue qui veut changer de métier dans votre entreprise, qui veut aller faire un métier technique, aujourd'hui, il existe des dispositifs de financement de formation comme le CPF, le plan de formation, la PROA. C'est quelque chose que vous pouvez proposer aux salariés, à la salariée, pour qu'elle puisse faire une formation et ensuite faire un métier technique en restant dans la même entreprise. Une autre bonne pratique, c'est aussi fidéliser les femmes dans son entreprise, le rôle des RH. Là, c'est améliorer les conditions de travail, le bien-être ou faciliter la promotion. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir, commenter sur ces 4 bonnes pratiques-là? Sachant que c'est les 3 grands axes, effectivement, sur lesquels on peut agir en fait, fortement pour favoriser la mixité, effectivement. Je pense que c'était clair, Olivier. Ok, super. Dans ce cas, je vais continuer. Alors, une question ouverte que je vous pose à tous et à toutes. Pourquoi faut-il favoriser la mixité dans son organisation? On a eu des pistes déjà de réponses. Ouais, je veux bien que vous redonnez. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est respecter les droits fondamentaux. Les hommes et les femmes sont tous sont égaux. On a tous le droit, on a tous les mêmes droits. On a le droit de faire un métier du numérique, on a le droit de s'intéresser au numérique. On a le droit de postuler à un poste du numérique sans être discriminé. La deuxième raison… Et peut-être juste, Olivier, pour compléter là-dessus, c'est vrai qu'au-delà du respect des droits fondamentaux, c'est aussi respect de la loi, vu qu'il y a justement des textes de loi qui sont sortis à ce sujet pour renforcer la mixité en fait, dans les entreprises, comme par exemple avec l'index d'égalité professionnelle. C'est vrai que c'est un cadre en fait, fixé en fait, qui porte ce message-là. Voilà, plus de parité, plus d'égalité. La deuxième raison, c'est que les femmes constituent un vivier de candidates et de talents. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui ont du mal à recruter, à fidéliser. On estime qu'en 2022, il y aura 200 000 emplois créés grâce au numérique. Donc, lorsque vous avez des jeunes femmes qui ont fait des études, des jeunes étudiants qui ont fait des études dans le numérique ou des femmes en reconversion, sachez que ça, ce sont des candidats potentiels, ce sont un vivier de talent. Voilà. C'est sûr que c'est important à noter. Enfin, quand on est dans un secteur d'activité en tension, il est difficile de faire l'impasse sur 51% de la population en termes de vivier de recrutement potentiel. Donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement important de réussir à attirer les femmes dans les métiers du numérique. Alors, la troisième raison, c'est pour développer des produits et des services plus adaptés. Les femmes sont aussi des consommatrices de produits high-tech, des smartphones, des PC, des applications mobiles, des sites Internet. Si vous avez une équipe de développement que des hommes, il y a de fortes chances que le produit, il y a des biais de genre. Voilà. L'exemple tout simple, d'ailleurs, je l'ai ici. Vous avez tous un smartphone. Sachez que les smartphones ne sont pas adaptés aux mains des femmes. Voilà. Et il y a une marque américaine qui est très connue avec une pomme. Les acheteuses, ce sont des femmes. Voilà. Il y a plus de femmes qui achètent ce marque de smartphone que les hommes. Et ce smartphone-là, elle n'est toujours pas adapté aux mains des femmes. Voilà. Je crois que Dory pourra nous donner plus tard d'autres exemples qu'elle nous a donnés la semaine dernière. On a un petit message dans le chat, je crois. Oui. On a Déborah qui nous demande comment fidéliser les femmes et est-ce que en fait, ça va être des démarches différentes que vis-à-vis des hommes? Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse? Moi, je peux répondre, mais j'aimerais bien faire participer. Tu veux qu'on réponde nous aussi? Oui, tu peux, Dory. En fait, j'essaye de comprendre ce que peut vouloir dire fidéliser les femmes dans son entreprise, c'est-à-dire les garder, j'imagine, oui. Empêcher le turnover.
En tout cas, en ce qui concerne les formations, il y avait une étude qui avait été menée qui s'intéressait spécifiquement au cadre de la formation et la manière dont les filles s'intégraient dans les filières techno, on va dire ça comme ça. Et on avait pu voir que les jeunes femmes étaient victimes du sexisme, en fait, beaucoup dans leur organisation, puisque quand vous mettez 90% de garçons dans une même classe, il y a de grandes chances qu'en fait, ça vire un peu blague de camionneur. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que de vivre dans un environnement comme ça, travailler dans cet environnement, au bout d'un moment, ça peut quand même créer une forme de lassitude, voire ça peut être complètement insupportable pour certaines femmes de vivre cette espèce d'humour. Voilà. Donc, soit il y en a qui s'adaptent très bien, hein, mais c'est quand même des contextes assez sexistes et qui sont parfois difficiles de s'installer. Donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de sexisme dans son organisation et faire attention à ce que, du coup, de manière un peu subtile, enfin, en tout cas diffuse, ce sexisme ne s'installe pas dans des petites choses de la vie quotidienne. Oui, je suis d'accord avec toi, Doris. C'est vraiment créer un environnement inclusif, éviter les propos, les attitudes sexistes. Après, Ouais, et puis aussi les rendez-vous tard le soir, alors qu'en fait, par exemple, les femmes qui sont dans l'entreprise sont mères de famille, etc. C'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre Ouais, c'est subtil, c'est diffus, mais c'est des petites choses qu'il faut qu'en fait, au final, une femme, elle va se sentir complètement écartée. Et des prises de décision, puisque du coup, ça va se passer dans des temps informels, par exemple, et même, elle va pas être à l'aise dans son travail parce que du coup, elle va sentir qu'en fait, elle est victime de sexisme. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que ce qui est important aussi, c'est que du coup, on ait une vraie politique proactive de l'entreprise sur le sujet et que la thématique en fait de la mixité ne soit pas qu'un sujet RH, mais que tous les collaborateurs de l'entreprise se sentent concernés, qu'il y ait des espaces potentiels de dialogue autour de ce sujet et que les hommes et les femmes soient sensibilisés en fait à ces questions-là et notamment de sexisme ordinaire. Il y a une possibilité qui est un peu guerrière, mais qui marche aussi, c'est parfois de faire des clubs de femmes dans l'entreprise, une forme de sainte alliance, mais qui permet aussi finalement de vérifier que quelque chose qu'on perçoit chez quelqu'un vraiment, par exemple, qui est particulièrement machiste, agressif, etc., bah, c'est bien quelque chose qui se vérifie. Enfin, vous voyez, de faire une forme de ligue, j'allais dire Digital League, mais ça marche pas, Digital Girl League. Une ligue qui, en tout cas… Ne m'associe pas à cette ligue. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est pas dans les choses qu'on conseille souvent. Mais moi, je pense que la sororité dans ces cas-là, en tout cas la solidarité entre les filles, donc cette idée de la sororité féminine, hein, enfin l'alliance entre sœurs, on va dire ça comme ça, est quand même un grand outil pour pas se retrouver submergé par une situation qui serait douloureuse. Moi, je pense que je suis en accord avec ça, sauf si l'idée ou la finalité de ce club est d'être contre les hommes, en fait, de faire grandir finalement cette différence. Il faut peut-être aussi la gérer pour que ça soit bienveillant dans le même… Oui, bien sûr. L'idée, c'est pas d'avoir une alliance qui, du coup, devienne agressive. Cependant, moi, je fais partie des gens qui défendent quand même l'idée d'un men bashing, quoi. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut dénoncer et il faut poser le dossier sur la table et il faut en faire quelque chose de vraiment important. Et on ne le fera pas juste en mettant des petits émoticônes jolis avec des petits cœurs et des jolies fleurs, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est soit on décide que c'est quand même un combat d'égalité, d'accès aux droits et qui nécessite que du coup, on y mette un peu de combativité, soit on décide que en fait ça va se régler de manière j'allais dire douce et tranquille. Après, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse qui serait d'écarter les hommes mais bien de trouver une sorte d'équilibre sans agressivité. Moi, je sais que dans mon organisation, par exemple, la mienne d'organisation, j'ai des filles dans l'équipe qui sont très féministes et j'ai aussi des garçons qui sont assez machos. Et du coup, il y a des moments qui sont tendus, en particulier quand on discute de la formulation d'un slogan, la formulation d'une idée, où vraiment ça peut se prendre la tête de manière un peu… Mais les filles, elles ne se laissent pas faire et je trouve que c'est quand même des moments qui sont intéressants à
à manager. Après, le fait que je sois une femme, peut-être que je le manage de manière aussi un peu… Enfin, je veux dire, il y a aussi de la place pour le désaccord. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis d'avoir des espaces voilà, dédiés aux femmes. Et c'est vrai qu'en parallèle, par rapport à ce que dit Pierre, avoir une politique globale intégrant les hommes avec, par exemple, des moments de formation, de sensibilisation qui intègrent tout le monde et qui donnent des espaces de dialogue de tous les collaborateurs est intéressant. C'est des éléments qui peuvent se compléter. Et je rebondis, on a une une remarque d'Aurélie Guimera qui nous dit que, par exemple, les réunions de soir dont on parlait tout à l'heure comme un exemple de bonne pratique à ne pas mettre en place pour favoriser la mixité. Les hommes aussi sont concernés par ces réunions le soir. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est aussi un élément important à mettre en avant. En fait, quand on favorise la mixité, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui vont être bénéfiques pour les femmes, mais qui en réalité vont être bénéfiques pour l'ensemble des salariés à terme. Ça va améliorer les conditions de travail globales en fait, de l'ensemble des salariés, y compris des hommes, effectivement. Il y avait en fait, je viens de comprendre un peu mieux. La question, c'était aussi celle de Mandy qui représentait Déborah Zumeau. La question, c'était comment fidéliser les femmes et est-ce que c'est différent des hommes? Et ben après, on peut essayer de faire un effort vraiment de design par les usages. C'est-à-dire, si on se met à la place d'une femme, même si on peut combattre cette idée-là, sociologiquement, on ne vit pas la même vie. Les femmes, elles ont une charge… Aujourd'hui encore, la charge ménagère, elle est largement supérieure à la question des hommes. Évidemment, les hommes sont concernés sur les réunions du soir, mais malgré tout, les femmes et les hommes, enfin les femmes continuent d'avoir, par exemple, la responsabilité des enfants de manière plus nette et plus marquée que les hommes. Donc, à mon avis, une entreprise qui essaye de fidéliser des femmes, c'est une entreprise qui tienne compte de ça. Donc, qui vérifie d'une part, en effet, que les femmes ne sont pas… victimes de sexisme, de harcèlement, de propos qui pourraient être détestables, qu'il n'y a pas, vous voyez, des posters de jeunes femmes en maillot de bain et tout ça dans les toilettes, par exemple. Donc là, j'exagère et je clive un peu, mais ça peut faire partie des choses sur lesquelles il faut faire attention, enfin auxquelles il faut faire attention. Mais dans un deuxième temps, c'est aussi considérer la réalité sociologique des femmes. Est-ce qu'il ne faut pas une mini crèche? Est-ce qu'il ne faut pas leur faciliter la vie sur les horaires? Est-ce qu'il ne faut pas faciliter je sais pas moi, faut faire attention à la manière dont on rédige les annonces aussi, parce que peut-être qu'elles se sentent moins mobiles que les hommes, parce que du coup justement elles sont mamans ou jeunes mamans et que du coup pour elles c'est compliqué d'imaginer et peut-être qu'il faut aussi réorganiser le travail un peu différemment. Enfin, je pense qu'en tout cas il faut considérer la réalité sociologique des femmes aujourd'hui en France. On peut très bien aussi encourager le télétravail. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Encourager les hommes, les pères salariés aussi à faire du télétravail pour pouvoir s'occuper aussi des enfants, quoi. Ouais, après le télétravail, justement, moi pour l'avoir vécu avec 3 enfants en étant mère célibataire, c'est pas une grande idée non plus, quoi. Donc du coup, non, mais ça, faut le rappeler, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler, s'occuper de ses enfants en même temps, c'est pas vrai. On peut pas faire ça. Donc du coup, on choisit. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus facile en termes de déplacement et ça limite l'impact en termes de déplacement, mais c'est le seul bénéfice immédiat. Donc du coup, il faut bien réfléchir. À mon avis, il faut se mettre à la place. Vraiment, c'est important. Justement, on va passer à la deuxième partie, qui sont les témoignages des professionnels qui agissent en faveur de la mixité. Juste, Olivier, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué et qui me semble important dans ces bénéfices de la mixité pour les entreprises, dans une logique vraiment positive de porter ce message de mixité au sein des entreprises. C'est qu'il y a des études aussi qui ont montré que d'avoir des équipes les plus mixtes, les plus diverses possibles, était un vrai levier de performance pour l'entreprise et améliorait les résultats des entreprises. Donc, c'est vraiment un message qui peut être porté par l'ensemble en fait, des collaborateurs et des dirigeants d'une boîte, parce que ça va être au bénéfice de tous en fait, de porter ce discours de mixité. Oui. Et je pense que c'est un élément qui est quand même important à rappeler pour réussir à embarquer toute l'entreprise autour d'une politique proactive sur ce sujet-là. Oui, effectivement. Les équipes plus performantes, les résultats de l'entreprise sont meilleurs. Effectivement, de manière générale, lorsque vous avez une équipe diverse, avec des individus divers, vous avez plus d'idées, plus de manières de penser, plus de manières de travailler, et ça permet d'avoir une équipe plus créative, plus performante. Et les chiffres montrent très bien que dans une entreprise où vous avez plus de collaboratrices, de manageuses, de dirigeantes, les résultats de l'entreprise sont vraiment meilleurs. Oui, Pierre?
Oui, moi, en fait, j'aime à le penser un petit peu comme ça, un petit peu comme l'éthique dans les entreprises du numérique. On parle beaucoup d'éthique avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. Puis, il y a celles qui prennent le sujet en main, comme vous, peut-être, par exemple, sur le sujet de favoriser, en tout cas, de favoriser la mixité en entreprise. Et puis, il y a le volet économique qui va faire que la majorité qui aura un impact plus grand finalement et que les gens vont prendre le sujet, pas forcément parce que c'est dans leur centre d'intérêt, on va dire, si je peux dire comme ça, mais que économiquement, je suis un patron d'entreprise ou une patronne d'entreprise et je vais pousser pour favoriser cette mixité parce que sur le plan économique, finalement, ça va être pertinent. Et je fais le parallèle donc avec l'éthique où de plus en plus de marchés publics intègrent finalement le côté responsable de l'entreprise d'un point de vue écologique. Et parce que les clients, les partenaires s'attendent à ce que moi, entreprise, je fournisse une solution éthique, eh ben, je vais le faire en fait, mais pas seulement par mes convictions, par l'économie finalement. Bon, voilà, je suis pas très clair, mais j'ai essayé un truc. Non, mais il y a évidemment quand même un argument. Je vous donne un exemple. J'étais avec le responsable du développement des solutions numériques de la Maïf récemment, qui me disait qu'en fait, ils sont à Niort. Qu'à Niort, ils ont une petite problématique de recrutement. Puisque personne, en tant que dev, sachant qu'il y a déjà une crise de dev sur le secteur, n'a envie d'aller à Niort. Et du coup, ils se sont lancés dans la création d'API en open source parce que c'est une mutuelle et que c'est en cohérence avec ses valeurs fondamentales. Et que surtout, et ça crée de l'attractivité aussi de l'entreprise vers une communauté de développeurs que ces choses-là intéressent. Et que du coup, les valeurs de l'entreprise intéressent. Et moi, je pense qu'en effet, une entreprise aujourd'hui, elle peut avoir intérêt aussi à s'engager sur le terrain des valeurs de la mixité. Et peut-être que c'est l'occasion aussi de recruter des hommes, en fait. Non, mais bon, alors, c'est pas l'objectif, hein, mais au-delà de ça, je pense que ça peut être un positionnement qui, d'un point de vue communication, enjeu d'attractivité, est important. Marque employeur presque. Ben ouais, je pense que c'est important en tout cas d'affirmer. Et puis c'est peut-être aussi une manière d'assainir l'ambiance au travail de manière générale sur ces questions-là et de créer peut-être un effet groupe, un effet troupe qui peut être intéressant à terme pour l'entreprise. Alors dans ce cas, on va passer maintenant à la deuxième partie. Ce sont des témoignages de professionnels qui agissent en faveur de la mixité au quotidien. Je vais lancer une vidéo de Jade Lemaître, une vidéo qui a été produite par Elle Digital. Je vous invite à répondre à cette question-là. Je vais mettre dans le chat. Selon elle, quels sont les avantages à féminiser son personnel? Quelles sont les difficultés rencontrées? Je prépare la vidéo. Je n'ai pas partagé la bonne page. Voilà. C'est parti. Être une femme dans l'industrie ou dans le milieu de la robotique, dans un milieu qui est très masculin, ça facilite beaucoup les questions de communication à l'extérieur. Parce que c'est plus simple d'incarner l'entreprise et de faire en sorte que les gens s'en souviennent. On a 30% de femmes dans l'entreprise, donc c'est une parité à 30%, il y a beaucoup de marge de progression, ça je le sais. Mais par contre, je sais qu'on fait aussi des efforts tous les jours pour que cette marge-là augmente. C'est pas simple, c'est même très très compliqué. Embaucher une femme, c'est 10 fois plus d'efforts, rien que pour aller trouver son profil, surtout dans des domaines très industriels comme les nôtres. Du coup, on est beaucoup d'entreprises à se battre pour ces mêmes profils de femmes. Parce qu'en fait, on est beaucoup d'entreprises à avoir compris que l'enjeu de la diversité, c'est d'abord l'enjeu de la performance. Plus on a une équipe diverse pour créer un produit, moins on risque de répéter les erreurs de nos ancêtres qui ont créé, par exemple, la ceinture de sécurité, qui est beaucoup moins efficace pour une femme que pour un homme. Et encore plus si elle est enceinte.
Être une femme dans l'industrie, c'est pas simple. Surtout une femme féminine. Je me suis pris pas mal de réflexions sur le fait que j'étais blonde, je porte des robes, je fais des ongles, j'ai des chaussures à talons. Et donc, oui, il est possible d'avoir des chaussures de sécurité avec des talons, et même des très jolies. Le bâtiment, c'est un milieu traditionnaliste. Oui, c'est pas grave si personne sur le chantier n'est une femme, et de toute façon, ce qui se passe sur un chantier, c'est un truc de bonhomme, n'est-ce pas? Ça, on ne l'entend pas dans les médias. Par contre, si la même chose est dite dans une entreprise du numérique, ça fera une routine des journaux. Je pense que le numérique a un devoir d'être moteur, justement parce que le numérique est beaucoup plus scruté par l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui est en train aussi de se passer avec la filière du numérique, ce changement vers plus d'égalité, vers plus de diversité, vers plus de parité, si ça peut aussi se transvaser sur les autres milieux, c'est pas mal. C'est bien d'être dans une logique de non-discrimination, mais pour moi, si on ne fait pas de discrimination positive, on n'avancera jamais. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions sur la vidéo? Je n'en vois pas. Peut-être, Dory, est-ce que tu peux rebondir peut-être sur Juste à compléter sur le témoignage de Jade, Dory? cette vidéo? Je pense qu'en effet, Jade est assez claire sur son témoignage. C'est-à-dire, en plus, elle est en responsabilité, elle, dans l'entreprise. Donc, du coup, ce qu'elle dit, c'est que finalement, elle utilise aussi le fait d'être une femme pour lui permettre de créer de la valeur ajoutée. Après, depuis tout à l'heure, on genre beaucoup l'approche. C'est toute la complexité du sujet. C'est-à-dire, dès qu'on parle de la question de la place des femmes dans le secteur du numérique, on a envie de genrer. On a envie de dire les femmes, les hommes, etc. Mais en fait, ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que si on considère qu'il n'y a pas de différence intellectuelle, il n'y a pas de différence de savoir-faire, il n'y a pas de différence de performance entre un homme et une femme, le vrai problème, ça va être la disponibilité des femmes à leur sortie d'études. La réalité, c'est là qu'il y a une inégalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les autres interviews qui ont été réalisées par la Fondation Elle Digital, on a aussi l'interview d'Amélie, qui est directrice scientifique, pardon. Cordier, je disais. Cordier, ouais, excuse-moi. Amélie Cordier. Non, en plus, ça, tu vois, c'est un truc sexiste. Normalement, c'est quand tu appelles les filles que par leur prénom et que tu dis les noms de famille des hommes. Donc, Amélie Cordier, en tout cas, qui, du coup, en effet, est directrice scientifique et qui, du coup, dit qu'en fait, elle pour 100 candidatures d'hommes, elle a 10 candidatures de femmes, même pas 5. Donc, du coup, elle dit aussi, de toute façon, des femmes, il n'y en a pas. Donc, l'enjeu, il va jouer évidemment avant. Alors, on va dire, c'est au lycée que ça se joue. Ben non, en fait, c'est encore avant parce que si de toute façon, elles arrivent en seconde et qu'elles n'ont pas de goût pour les matières scientifiques et qu'elles ne sont pas à l'aise dans les matières scientifiques, et ben, ça ne se joue pas. Et puis, c'est même pas parce qu'elles ont des bacs scientifiques qu'elles vont s'orienter vers les filières numériques. Moi, par exemple, j'ai passé un bac scientifique, je suis allée en lettres. Bon, après, je suis revenue à la question du numérique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi tous des stéréotypes intégrés. Et en même temps, on ne va pas forcer les filles à aller dans les filières numériques parce qu'il faut qu'elles aillent dans les filières numériques. C'est l'autre grande idée, c'est-à-dire c'est de l'éducation au choix qu'il faut faire. Par contre, est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Est-ce qu'elles se sont posées toutes les bonnes questions avant de s'orienter? Je pense que là-dessus, ce qui est intéressant à se dire, c'est que c'est pas parce que ça se joue en fait au collège ou au lycée, comme tu le dis, que l'entreprise n'a pas son rôle à jouer. L'entreprise peut intervenir dès ce moment-là pour penser à son avenir aussi et se projeter de manière prospective dans ses recrutements dans 5-10 ans. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de pouvoir communiquer sur vos métiers, sur ce que vous faites auprès des plus jeunes, que ce soit par des visites d'entreprise, par des classes, par des professeurs. On va dire que je fais mon autopromotion, mais par la réalisation de stages d'immersion de jeunes femmes dès la 3e, qu'elles viennent voir vos métiers et qu'elles se rendent compte que c'est possible de faire ça, par des actions aussi de mentorat. Il y a des super assos qui bossent là-dessus, de mentorat de professionnels avec des jeunes femmes. Et il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour que les femmes se disent, enfin que les jeunes femmes se disent que c'est possible en fait de s'orienter dans ces secteurs d'activité et qu'il y a une place pour elles. Et du coup, là-dessus, avoir des rôles modèles féminins dans des entreprises comme les vôtres est vraiment important. Oui, après, on avait même, nous, essayé de réfléchir à quel type de numérique il faut faire aussi peut-être pour attirer des femmes. C'est-à-dire, donc là, cette fois-ci, j'étais avec la DINUM au sein de l'État. Par exemple, au sein de l'État, des développeuses, ils en ont.
Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on fonctionne sur on s'intéresse à la question de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on développe la DINUM, c'est la direction numérique de l'État. Et ce qui est assez étrange, c'est de voir que là, il y a des femmes, alors qu'il y a des organisations dans lesquelles il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'elles s'intéressent aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est un stéréotype de genre. On ne peut pas dire que les femmes sont plus intérêt général que les hommes, ce serait faux. N'empêche que parce qu'elles ont peut-être trouvé un sens, peut-être aussi un cadre de travail, c'est du fonctionnariat du coup, quand vous travaillez pour l'État, etc. En tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y avait plus de femmes développeuses dans ce secteur-là que dans d'autres que je peux côtoyer. Ça m'a interrogée, je me suis dit, qu'est-ce que défend l'État qui fait qu'une femme qui est développeuse va vouloir y aller alors que sinon, on les retrouve moins dans les entreprises. Je me suis posé la question. Laurie, j'aurais une question à te poser. Quel est ton parcours et comment tu es arrivée dans le secteur du numérique? Alors du coup, c'est ce que je vous expliquais en préparation de ce webinaire. Moi, je ne suis pas un pur produit du numérique. D'abord, je ne suis pas développeuse. Donc du coup, ça ne m'empêche pas de coder, mais ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, mais c'est un peu ce que je venais de dire sur la question de la DINUM, c'est tout ce qui est la question de l'accompagnement et de l'éducation au numérique. Et la question de l'intérêt général. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, au départ, je passe un bac scientifique. D'accord. Après, je fais des lettres. Voilà, parce que j'aime beaucoup les lettres. Et après, une fois que j'ai fait des lettres, je deviens journaliste, reporter d'images. Donc, je fais ce qu'on appelle une grande école, le CFJ à Paris. En même temps, je commence à travailler, je fais de la radio, je fais de la télé un peu. Et très rapidement, je me passionne mais depuis déjà un moment, pour l'évolution du numérique. Moi, je suis assez, enfin, je suis pas toute jeune, hein, je vais sur mes 43, donc du coup, j'ai eu le temps de voir vraiment le numérique se développer. C'est-à-dire qu'au tout début de mon métier, il n'y a pas de numérique, et puis au bout de 3-4 ans, il y en a plein. Et donc, du coup, je veux dire, mon premier moteur de recherche, c'était Alta Vista, quoi. Oui. Donc voilà. C'est une autre époque. Et donc, du coup, je me mets vraiment dans le numérique parce que je fais aussi beaucoup de montage audiovisuel. Donc, du coup, il faut monter des ordis, il faut monter des cartes son, il faut améliorer les ordinateurs, etc. Et puis, en 2002, j'ai monté une organisation, enfin, j'ai repris une organisation existante qui s'appelle Fréquence École et qui s'est lancée dans l'éducation au numérique dès 2002-2003, ce qui était à l'époque assez nouveau. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les questions d'inclusion numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe les compétences numériques de tout un chacun, comment est-ce qu'on laisse personne sur le bas-côté, comment est-ce qu'on trouve des solutions pour les 13 millions de Français qui sont très éloignés du numérique, mais aussi pour les femmes, qui se posent des questions Alors, attendez, il faut que je coupe ce téléphone. Voilà, pour ces femmes qui, du coup, développent moins de compétences numériques que les hommes, au passage, puisqu'elles développent moins d'usage. Donc, moi, aujourd'hui, finalement, je pourrais diriger une autre organisation d'intérêt général. Il se trouve que j'ai des compétences numériques et que mes compétences numériques, je les utilise beaucoup, du coup, dans mon cadre professionnel, évidemment, puisque notre métier, c'est aussi l'éducation numérique. Et quand j'ai passé les tests PIX, donc pour ceux que ça intéresse, la question des compétences numériques, vous pouvez aussi l'évaluer en passant le test PIX, qui est un test en ligne fourni par l'État. C'est le référentiel de compétences numériques européen qui est décliné à l'échelle nationale. Et ben, je me suis rendu compte que en fait, j'ai des compétences d'ingénieur en informatique, mais que j'ai développées toute seule. Voilà. Ce qui est aussi une grande réalité des mondes numériques, l'autodidactique, c'est quelque chose de très, très ancré, très, très fort. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ne sont pas passées par la formation à proprement parler et qui sont développeurs aujourd'hui, par exemple, et qui n'ont fait que des validations d'acquis ou des choses comme ça si elles cherchaient un diplôme. Mais il y a même des gens qui n'ont pas de diplôme. Le numérique, c'est aussi ça. C'est un monde dont il faut se saisir. Et c'est là que, du coup, il y a beaucoup d'inégalités genrées. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup plus, malgré tout, de garçons qui font du gaming sur des ordinateurs, par exemple. Je ne parle pas du jeu vidéo de manière générale, puisque les études montrent qu'on est à égalité, 50-50. Mais si on s'intéresse qu'à la question du jeu vidéo, vous savez, sur des gros jeux massifs, des MMORPG, etc., qui vont nécessiter de la puissance machine importante, ou même des jeux de tir,
type FPS. Majoritairement, il y a des garçons. Et donc, on va se rendre compte que les garçons, pour pouvoir jouer, mais un peu comme moi, pour faire de la radio ou faire de la télé, j'ai dû mettre la main dans la machine. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils vont développer des compétences dont ils vont pouvoir se ressaisir et puis qui vont finir par les rendre très, très autonomes. Installer un serveur sur Minecraft, même à 13 ans, ça va nécessiter de comprendre ce qu'est une adresse IP, ce qu'est l'hébergement, ce qu'est le cloud. Enfin, vraiment, ça pousse le raisonnement très, très loin. Les filles, elles ont plus des outils en termes d'usage, elles vont beaucoup plus utiliser les réseaux sociaux, qui sont aussi des compétences extrêmement importantes, qui sont liées à la communication digitale, mais c'est pas des compétences, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter, mais en tout cas, j'ai essayé. Est-ce que tu peux parler de L-Digital? Qu'est-ce que L-Digital fait pour favoriser la mixité dans le numérique? J'ai entendu parler de comme quoi vous aidez dans les reconversions professionnelles. Oui, alors en fait, il y a 4 ans, en effet, avec plein d'autres femmes, alors il y a Virginie Bois-Simon-Smolders, Agathe Forzy, Karine Bontemps, on a créé L-Digital, qui est une fondation abritée par la Fondation pour l'Université de Lyon, qui s'intéresse au développement de la place des femmes dans le secteur du numérique, mais aussi à la question du développement des compétences numériques des femmes, si on veut leur permettre de faire des transferts. Et donc, du coup, on a plusieurs programmes, des programmes qui s'intéressent spécifiquement à la question de l'accompagnement à la reconversion, coaching, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les femmes vers une carrière potentiellement numérique, mais aussi des programmes qui s'intéressent, par exemple, à l'intervention dès la 6e autour du dispositif Hour of Code pour permettre aux adolescents de découvrir le numérique dès la 6e. Donc, la question, c'est comment… Et enfin, là, on va avoir un programme qui démarre plutôt sur les compétences numériques de base. C'est comment est-ce qu'on intervient sur tous les chantiers pour permettre justement aux femmes d'investir le monde numérique et pour que le numérique de demain ne soit pas développé que par des mâles blancs, puisque c'est plutôt comme ça que ça se passe, de préférence. Voilà. Super. Donc là, il nous reste, Pierre, à peu près 10-15 minutes, je suppose, pour faire la troisième partie. C'est ça, pardon, je n'avais pas mon micro. 10 minutes et puis c'est quand même… merci beaucoup Dory pour ton retour et ton parcours. Mais je t'en prie. Et puis reste avec nous pour les conseils et finalement les bonnes pratiques, la partie très concrète de comment on fait, Olivier, en fait. Ouais. Dans cette troisième partie-là, on va voir ensemble les bonnes pratiques pour accueillir et fidéliser une collaboratrice. On va lancer un premier sondage. Justement, Pierre, je te laisse faire. C'est comment évaluez-vous la politique de votre organisation? C'est le premier? Oui. Voilà. Vous le voyez affiché? Oui. Donc, la question, c'est comment évaluez-vous la politique de votre organisation en faveur de la mixité? Pas du tout engagé, peu engagé, engagé, très engagé. Je vous invite à répondre. On est plutôt engagé pour le moment. Je vais vous partager les votes quand la majorité aura répondu. Je te laisse commenter les résultats, Olivier. Alors, on a une personne peu engagée, 3 personnes engagées et une personne très engagée. C'est plutôt positif. Du coup, j'aimerais bien savoir quelles sont les actions que votre entreprise met en œuvre pour la mixité. N'hésitez pas à répondre dans le chat ou à l'oral. En tout cas, je pense qu'en attendant d'avoir des réponses, peut-être pour commencer à apporter quelques éléments, et je vous laisserai rebondir aussi là-dessus, c'est vrai que en fait, à tous les niveaux de l'action de l'entreprise, on peut intervenir en faveur de la mixité. Je pense qu'un des éléments qui est aussi assez important, c'est de commencer par le commencement en faisant aussi un bilan de l'action déjà menée au sein de l'entreprise pour avoir un état des lieux et une vision assez complète de ce qui existe déjà dans votre structure. Sachant que là-dessus, on peut se situer en fait à vraiment plusieurs échelles tout au long de la vie et du parcours de la femme dans l'entreprise. On va d'abord se situer déjà sur les enjeux de recrutement en fait.
En amont, également, ce que je vous disais sur l'action auprès des jeunes femmes dans les collèges, dans les lycées, il va y avoir tous les enjeux autour de la rémunération des femmes et des hommes, une comparaison, voilà, d'être sûr que tout est fait au mieux et de manière la plus égale possible, des enjeux sur la promotion et la gestion des carrières des femmes au sein de l'entreprise, les enjeux de formation aussi qu'on a pu aborder, et les enjeux de conditions de travail et d'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. Là, je vous liste un peu les grandes thématiques sur lesquelles vous pouvez justement faire votre état des lieux. L'idée, c'est de pouvoir alimenter un peu avec des exemples concrets. On en a déjà abordé plusieurs, hein. Dory notamment nous en a cité pas mal. Mais l'idée, c'est de vraiment voir au sein de toutes ces différentes étapes, qu'est-ce que vous faites déjà au sein de votre entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Et quelle politique active vous pouvez mener sur ces sujets-là? Nous avons Mandy qui dit que dans son entreprise, il a des aménagements d'horaire. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, maintenant, on va ensemble. Quelles sont les bonnes pratiques pour accueillir une jeune stagiaire? Donc, une jeune stagiaire, ça peut être une collégienne, une lycéenne, une étudiante, dans un environnement majoritairement masculin dans l'entreprise du numérique. Alors, la première bonne pratique. Est-ce que tu avais des slides, Olivier, ou pas pour cette partie? Oui, tout je montre. Bah, comme ça… Ok, ça marche comme tu veux. Voilà. Hop. Alors, la première bonne pratique, c'est organiser un temps de discussion avec l'équipe sur la mixité et l'accueil d'une jeune stagiaire. Vous pouvez construire ensemble un programme d'intégration, identifier les personnes, les métiers du numérique que vous pouvez présenter à la jeune stagiaire pour qu'elle puisse connaître ces métiers-là. Et peut-être qu'elle va se dire qu'il y a un métier qui l'intéresse et elle peut ensuite se projeter dans les études. La deuxième bonne pratique, c'est de se rapprocher des personnes qui ont déjà accueilli des jeunes stagiaires pour avoir leur retour d'expérience, leurs conseils. Donc, imaginez que vous avez une jeune qui a 14 ans, 18 ans, qui arrive dans une entreprise où la majoritairement des garçons. Lorsqu'elle arrive sur le plateau, ça peut être quelque chose d'impressionnant. Donc, si vous avez déjà un collègue ou une collègue qui a déjà accueilli une jeune, vous pouvez voir votre collègue pour savoir comment je fais pour parler avec une jeune, comment je fais pour la rassurer, comment je fais pour donner envie d'aller vers le numérique. Voilà. Et comment on fait ça concrètement si on ne connaît pas est-ce que sur votre plateforme, par exemple, on peut trouver des entreprises qui ont déjà accueilli des jeunes femmes et qui pourraient nous faire un retour d'expérience ou pas? Nous, on a notamment un guide qu'on a construit autour de ça qui s'appelle le guide numérique pour toutes, qui est disponible effectivement sur notre plateforme où on liste des bonnes pratiques là-dessus et on organise des webinaires plus spécifiquement sur l'accueil des jeunes femmes pour l'organisation justement de leur planning type, de comment organiser la semaine. Ça, c'est totalement possible effectivement. D'accord. J'avance. Oui. La troisième bonne pratique, c'est identifier des modèles féminins dans votre entreprise. Ça peut être des collaboratrices, des manageuses, pour que quelqu'un puisse devenir la tutrice de la jeune, ou ce sont des personnes que la jeune pourra rencontrer lors de son stage. Voilà. Alors, les modèles féminins, c'est quand même assez important. Pourquoi? Parce que si la jeune stagiaire arrive dans votre entreprise, elle voit qu'il existe une femme qui a réussi dans le numérique, elle va se dire, moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux avoir un job dans le numérique, je peux aussi être promu plus tard. Je peux m'épanouir comme le modèle. Voilà. Mais ce sont des exemples. Ensuite, la quatrième bonne pratique, c'est présenter les opportunités existantes, les offres d'alternance d'emploi. Comme ça, la jeune sera rassurée comme quoi le numérique, ça a des débouchés. Et puis, le mot d'ordre, peut-être, c'est trouver des gens passionnés, en fait, plus que des modèles féminins. Ça va être aussi et surtout transmettre cette passion. Hein. On s'en rend compte sur les live métiers, sur les webinaires et sur tous ces accompagnements, notamment pour des jeunes femmes. Si elle parle à un modèle masculin mais passionné, ça va aussi lui faire envie de creuser, en tout cas. Peut-être pas de susciter une vocation, mais de creuser. C'est revenir sur l'enjeu qu'on disait tout à l'heure. On est là sur des compétences, en fait. On n'est pas sur une question de genre. Il faut redonner confiance aux jeunes femmes pour se dire qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes pour travailler dans ces métiers-là. Casser les a priori, les préjugés et même s'il y en a qui sont avérés finalement, on ne va pas se voiler non plus la face.
mais essayer de les casser un à un et de se dire que, comme le disait Dory ou Gwendoline, que il y a zéro différence en fait. Il n'y a pas de sujet en fait. Maintenant, on va voir ensemble les bonnes pratiques pour fidéliser les collaboratrices. Lorsque vous avez une nouvelle salariée, vous pouvez très bien organiser un temps de discussion sur la mixité, sur l'accueil d'une nouvelle salariée. Pour les salariés qui sont en poste, encourager la mobilité interne vers des métiers du numérique. Comme j'ai dit, les entretiens professionnels, il y a des dispositifs pour financer des formations, comme le plan de formation, le CPF, la PROA. Encourager l'accès aux fonctions d'encadrement. Améliorer le bien-être, les conditions de travail, l'équilibre vie pro-vie perso. Voilà. On en a un peu parlé tout au long du webinaire. Sachant que voilà, là on est sur des exemples. L'idée c'est aussi d'échanger avec vous sur ce que vous mettez en place. On a cité pas mal d'exemples à ce niveau-là. Je pense qu'un autre exemple intéressant, c'est sur la partie recrutement. Le lien avec les services prescripteurs est aussi essentiel pour permettre d'encourager l'arrivée de femmes aussi qui postulent sur des offres et qu'il n'y ait pas de biais à ce niveau-là. Et également au niveau des recrutements en interne, il y a des éléments concrets qui peuvent être mis en place, avoir des objectifs chiffrés en termes de nombre de femmes recrutées, essayer à chaque fois dans chaque recrutement de garder au moins une femme au maximum dans le processus de recrutement jusqu'au bout pour ne pas se retrouver qu'avec des hommes dans les dernières étapes de recrutement. Et aussi, par exemple, faire bien attention à la manière dont on rédige les offres d'emploi pour qu'elles soient les plus inclusives possibles. Je ne sais pas si vous avez… N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres pratiques que vous mettez en place dans vos structures qui vous semblent intéressantes à partager avec les autres participants. Oui, ou si vous souhaitez qu'on vous envoie les supports et qu'on en rajoute peut-être ce que Gwendoline, tu viens de dire, notamment sur les offres, sur la rédaction des offres de stage. Qu'est-ce que tu entends peut-être par faire bien attention à cette rédaction-là? Est-ce que tu entends des fautes, enfin des choses grammaticales ou c'est des façons de présenter les choses? En fait, c'est un peu des deux. Enfin, nous, là, je parlais sur les offres d'emploi, mais sur les offres de stage, nous, on s'en est rendu compte sur notre plateforme. On a fait tout un effort autour de ça déjà pour intégrer l'écriture inclusive dans nos offres au maximum. C'est vrai que c'est une obligation légale d'avoir les noms des métiers en inclusif, mais nous, toute l'offre est vraiment rédigée de cette manière-là. Et on essaye au maximum aussi dans les formulations de donner au maximum envie. Par exemple, nous, sur la plateforme, toutes les offres qui sont numériques, techniques, scientifiques, vont avoir un petit logo bienvenue aux filles pour bien mettre en avant ces éléments-là et que les jeunes femmes se sentent la porte ouverte pour aller postuler sur ces métiers. Et après, si je peux me permettre, pardon Olivier, pour l'avoir observé pas mal aussi, parce que les filles se sentent parfois moins puissantes ou moins capables, il faut essayer d'ouvrir en fait l'écriture au maximum. Ça sert à rien de mettre trop de critères, trop de contraintes, si on veut, parce que en fait, pour l'avoir, alors ça, il y a des études qui l'ont montré, mais bon, quand même. Si vous mettez à une fille qu'elle ait absolument la compétence pour candidater, si elle n'a pas la compétence à fond, elle ne candidatera pas. Alors qu'un garçon, lui, il se lancera. Donc, c'est important de ne pas du coup mettre, par exemple, anglais, enfin, je dis n'importe quoi, anglais parfait exigé, quoi. Si vous écrivez ça, vous êtes quasiment sûr qu'une fille qui n'est pas prof d'anglais à Brighton n'osera pas du coup se lancer dans la candidature. Donc, je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'elles osent moins. Elles osent moins, et donc parce qu'elles osent moins et qu'elles sont plus exigeantes aussi peut-être quand on parle de leurs compétences. Pareil, on avait fait, il y avait une étude qui s'était intéressée à la question des compétences des filles en déclaratif, et on se rendait compte qu'en déclaratif, elles se mettaient toujours largement en dessous des garçons à compétences égales une fois les tests passés. Et là-dessus, pour compléter ce que tu dis, Dory, je pense qu'il y a un autre impact, c'est sur les enjeux de rémunération et de promotion, où les femmes osent moins aussi demander de promotion et négocient moins leur salaire. Donc, c'est des enjeux également à bien prendre en compte dans votre politique RH d'entreprise, de vérifier ces éléments-là et d'avoir
le plus de transparence possible des grilles ou au contraire des formations pour la négociation salariale auprès des femmes de l'entreprise pour leur permettre de progresser, parce que l'intérêt, c'est d'avoir plus de femmes à l'ensemble des postes, mais c'est aussi qu'elles arrivent aux fonctions dirigeantes dans l'entreprise. Moi, je rebondis juste sur ce que tu disais, Dory. En tout cas, tu m'as appris quelque chose. C'est vachement intéressant, en tout cas, de savoir le fait que c'est presque biologique, finalement, le fait de… Non, en tout cas, c'est genre et c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'elles ont moins confiance en elles, mais ça doit se jouer certainement à partir de l'école maternelle. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne se passe pas, quoi. Tu vois, j'ai interprété différemment. Donc, je continue sur mon interprétation. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a, en tout cas, ce constat-là, les femmes osent moins, c'est super intéressant dans la rédaction de l'offre, puisque peut-être que vous êtes RH, ou en tout cas dans les RH, si vous suivez ce webinaire, peut-être, et d'en prendre conscience pour ne pas dire expert en tel, mais plutôt de dire, voilà, a des compétences pour faire venir ces femmes. En fait, plus globalisé. Si vous mettez par exemple grande disponibilité demandée, si c'est une mère de famille, grande disponibilité, même pas le candidate. Alors qu'en fait, un mec qui est père de famille, bon, pour plein d'autres raisons, il va certainement candidater quand même. Et puis lui, il va se dire, bon, on négociera, on verra, on s'adaptera, tout se négocie. Une femme, si elle sait qu'elle n'est pas vraiment, qu'elle n'a pas de grande disponibilité, elle ne se lancera pas. Super intéressant ça. Biologiquement parlant. Non, c'est pas biologique. C'est construit. C'est construit structurellement et socialement. Mais après, il y a des femmes, et il faut quand même le rappeler. Moi, par exemple, je suis le genre de femme, c'est pas une annonce qui va m'arrêter. Mais je veux dire, il faut pas non plus imaginer que c'est un 100%. Hein. Mais par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que la tendance massive, c'est plutôt le fait qu'elles osent moins. Effectivement, ça peut être bloquant lorsqu'on voit une offre d'emploi où il y a énormément de critères. Après, l'autre bonne pratique aussi, c'est dans le site internet de recrutement de l'entreprise, mettre plus de photos, de vidéos avec des personnels mixtes. Voilà. On va lancer le dernier sondage, Pierre. Oui. Tout de suite. Alors, sur 100 femmes, combien considèrent être régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes? 20, 40, 60, 80. Je vous invite à répondre. Ça répond. Et puis juste le temps que les derniers participants ou participantes répondent, tu pourras peut-être enchaîner avec la conclusion, Olivier? Oui, on a déjà dépassé. Je te laisse mettre fin. Okay. Alors, 3 personnes ont répondu 60 et une personne a répondu 80. Alors, la bonne réponse, c'est 80. Voilà. Donc, c'est assez important quand même. Alors, comme elle a dit tout à l'heure, Dory, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour fidéliser les collaboratrices, c'est créer un environnement inclusif. Et pour cela, éviter toute forme de propos sexistes et même d'attitudes sexistes. Voilà. Je vais te laisser, Gwendoline, terminer par la présentation de MyFuture, nos actions. Oui, donc voilà. Enfin, en tout cas, merci beaucoup à tous pour ce temps d'échange, pour les éléments que vous avez apportés. On espère que les quelques bonnes pratiques qu'on vous a mis en avant auront été utiles. On pourra vous renvoyer le PDF de la présentation pour que vous retrouviez de manière plus structurée tous les éléments qu'on a pu aborder là pendant 1 heure. Et en le complétant avec peut-être avec les deux, trois choses qu'on a ajoutées à l'oral. Exactement, ouais, toutes les bonnes pratiques qu'on a échangées ensemble pendant 7 heures sans problème. Et en tout cas, nous, voilà, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que, comme on le disait, la première étape, c'est de sensibiliser les jeunes femmes. Donc, si vous êtes intéressés pour accueillir des jeunes de 3e en stage, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On serait heureux de travailler là-dessus avec vous. Oui, c'est une super plateforme. En tout cas, ça vaut le coup. Et puis, ils arrivent, moi dans 10 ans, en tout cas, arrivent à vous proposer un programme qui fait que
ben, ça vous prendra pas beaucoup de temps en fait. Ça vous, vu que le stagiaire aura tout, tout et pas mal de do it yourself aussi de son côté, donc ça permet qu'il passe un bon moment et qu'on arrive à susciter des vocations, hein, parce que c'est le but, hein, c'est pas le dégoûter des métiers du numérique non plus. Qui soit guidé et pour ça la plateforme de Moi dans 10 ans est assez intéressante. Juste un dernier message peut-être de Véronique. Bonjour Véronique, merci pour le partage de l'enquête. Top. Dans mon entreprise, encore peu de femmes dans le top management, comment l'expliquer? Et l'entreprise en question, vu que je connais Véronique, c'est Renault Trucks qui est présent sur Lyon. C'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire on ne doit pas leur faciliter la tâche, on peut l'imaginer. Et malgré eux, les hommes, des fois, ils ne facilitent pas la tâche, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi le fait que parfois, elles ne candidatent pas, elles ne sont pas présentes, elles n'osent pas. Alors que pour autant, des femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, il y en a, mais il y en a beaucoup moins des hommes. Donc, de toute façon, elles sont quand même moins disponibles. Après, regardons n'importe quelle entreprise du CAC 40, on ne va pas avoir des comex plein de femmes, hein. C'est quand même globalement des environnements très masculins où du coup l'effet fraternel domine forcément, c'est-à-dire une forme d'alliance par-delà les alliances qui va valoriser peut-être les profils malgré tout masculins. Et après, redisons-le, peut-être que les femmes mettent les priorités ailleurs et que du coup, considérant le fait qu'elles mettent les priorités ailleurs, elles sacrifient peut-être pas aussi tout pour pouvoir être dans le top manager. Il y a des phénomènes d'autocensure à se positionner sur ce type de poste en plus. Ouais, c'est ce qu'on disait. Quand l'annonce, elle dit… et ça se trouve, il n'y a même pas d'annonce aussi pour ces postes-là. Ça marche par cooptation. Donc, du coup, soit ces gens-là, ils nous ont déjà identifiés, on a fait nos preuves et donc on est coopté et on a une chance. Et en plus, il y a une volonté souvent politique de positionner une femme à ce poste-là. Moi, je pense qu'au stade où on en est, il faut utiliser le fait d'être une femme pour en faire un argument de carrière, en fait. Enfin, c'est moche, mais pour le coup, autant y aller, quoi. Non, mais le nombre de fois où moi, je me retrouve sur des tables rondes parce que je sais qu'il leur fallait une femme, bon, allons-y. Même si finalement, c'est moche d'en arriver là, quoi. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil. Pour terminer. Bon, merci beaucoup Dory, merci à Moi dans 10 ans et MyFuture, et merci aux participants. Pierre. On retrouvera ce replay sur nos sites. Un mot de la fin, est-ce qu'en un mot ou deux ou trois max, vous pouvez parler aux femmes ou aux gens qui s'intéressent en tout cas à favoriser la mixité dans leurs organisations? Olivier, Gwendoline? C'est vrai que moi, je pense que ce qui est important, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, à terme, l'objectif, là, c'est qu'on en revienne aux compétences et qu'on reconnaisse qu'en fait, les hommes et les femmes sont autant compétents et qu'il faut favoriser cette mixité pour ça et ce sera au bénéfice de toute l'entreprise et de tous ses collaborateurs, en réalité. Et moi, j'ajouterais en dehors des hommes-femmes, les compétences, c'est la diversité de manière générale. Voilà. Peu importe les origines, les religions, le sexe, je pense que ce qui est important, c'est dans une organisation, c'est qu'il y a des personnes de toute diversité. Merci. Et Dory, le mot de la fin pour toi? Avec 3 mots, tu veux me tuer. 50%. 51%. 3 mots. Ça, on le rappelle, c'est le nombre de femmes sur Terre? Voilà. En tout cas, le pourcentage de femmes sur Terre? Ok. Stronger, better. Ardeur, tout ça. Comme le disait Daft Punk. Bon, on va finir sur ça alors. Merci à tous et bon appétit à tous et toutes. Merci beaucoup, à bientôt. Et on revient vers vous avec la présentation, tout ça. Oui.